Bonsoir à tous. Dans cette édition, on s'intéressera à l'Érythrée, 4 mois après l'accord de paix signé avec son voisin l'Éthiopie, mettant fin à 20 ans de guerre. Alors que signifie cet accord et comment vit la population et en particulier les chrétiens dans cette dictature militaire? Décryptage dans quelques instants avec notre invité Gérard Prunier, consultant international. Et puis on a aussi retenu dans l'actualité l'assassinat au Cameroun d'un séminariste. Au synode pour les jeunes à Rome, on entendra le cardinal Sourafiel, l'archevêque métropolite d'Addis Abeba en Éthiopie, alerter les participants sur le commerce des armes dont sont victimes les jeunes en Afrique. Mais aussi, on parlera d'une bonne nouvelle, les 9e JMJ de Madagascar, avec 2 belles images et aussi l'écho de l'évêque de Moron-Dava. Mais avant cela, quelques repères à retenir sur l'Érythrée. Située dans la Corne de l'Afrique, la pointe nord-est du continent africain, l'Érythrée borde la mer Rouge. Ce pays partage ses frontières avec l'Éthiopie, le Soudan et Djibouti. L'Érythrée est l'un des pays les plus pauvres et les plus fermés au monde, ayant obtenu son indépendance en 1993 après 30 ans de guerre avec l'Éthiopie. L'Érythrée est sous le joug d'une des pires dictatures militaires. Face à la pauvreté et au manque de liberté, des dizaines de milliers d'Érythréens ont fui parfois au péril de leur vie. On se souvient bien sûr du drame de Lampedusa en 2013 pour tenter de gagner l'Occident. La population est d'environ 7 millions d'habitants. La capitale érythréenne est Asmara. Côté religion, impossible d'avoir des chiffres précis, tout simplement car il n'existe pas de recensement. Mais on peut dire qu'environ 50% du pays est chrétien et 50% musulman. Parmi les chrétiens, autour de 50% sont orthodoxes, 30% sont catholiques et 7% sont d'autres confessions chrétiennes. L'islam, lui, est principalement sunnite. Tout de suite, on retrouve notre invité. Gérard Prunier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes consultant international, ancien chercheur au CNRS. Alors vous allez nous aider ce soir à mieux percevoir ce qui se vit en Érythrée, un pays fermé que l'on connaît peu, et ce qui se vit en particulier pour les chrétiens. Mais on va d'abord revenir avec vous sur cet accord historique signé le 9 juillet dernier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ces 2 pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1998. S'en était suivi pendant 2 ans une guerre entre les 2 États qui avait fait environ 80 000 victimes. Et puis de manière tout à fait inattendue, cet accord survient cet été 2018. Cet accord entre ces 2 frères ennemis. Une première réaction pour vous qui suivez évidemment de près depuis longtemps ces pays. Est-ce que vous avez été surpris ? Oui. Parce qu'on n'était pas en situation de guerre. Là, il y a une petite correction par rapport à ce que vous disiez. Au début des années on était en une guerre théorique. 2000. Mais on n'était pas en train de se tirer dessus. Voilà, mais jusqu'à 2000, il y avait une période de violence. Oui, il y a eu 2 années de guerre extrêmement violente. Oui. D'ailleurs, avec un modèle militaire étonnant, parce que c'était la Première Guerre mondiale. Les gens étaient dans des tranchées et se sont battus comme on se battait à Ypres ou à Verdun. C'était pas du tout une guerre contemporaine. Elle a fait effectivement autour de 80 000 morts, comme vous le disiez. Mais ça s'est arrêté en 2000. La guerre s'est arrêtée, mais la paix ne s'est pas substituée. On est resté dans un état de ni guerre ni paix pendant, jusqu'à 2018, donc pendant 18 ans. Donc vous n'attendiez pas ce changement-là ? Pas du tout. Et il est bien évident qu'il y a toute une part, ça c'est pour les historiens du futur, il y a toute une part de ce qui s'est passé qui n'a pas été révélée. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu des parrains étrangers. Et au premier niveau, les Américains et les Saoudiens. Il y a des et intérêts, les Émiratis. Évidemment, qui dépassent ces 2 pays. Oui, ce sont des enjeux géopolitiques globaux qui sont liés à la guerre du Yémen, à la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, donc à ce grand, en arabe on dit al-fitna al-kabila, la grande querelle qui déchire le monde arabo-musulman, et chacun, l'Érythrée avait pris une partie, avait pris un côté, et l'Éthiopie un autre. Or, tout d'un coup, ils se sont réconciliés et ils se sont mis du même côté. Après de bienveillantes interventions extérieures. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle ? Oui, à court terme,
pour l'homme ordinaire dans la rue ou dans la campagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rues, c'est pas très urbanisé. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors on va écouter quelques échos sur cet accord, des opinions, on en reparlera avec vous, notamment autour de la question du déplacement des populations. Alors c'est pas nouveau, il y a beaucoup d'Érythréens qui sont partis au fil des années, mais dans des conditions parfois très périlleuses. Depuis l'ouverture des frontières en septembre, le rétablissement de cette ouverture entre les deux États, eh bien, plus de 6 000 Érythréens ont gagné l'Éthiopie voisine, soit 4 fois plus qu'avant le rapprochement entre les deux pays. Près de 40% des réfugiés qui quittent chaque jour la dictature militaire ont moins de 18 ans. On va écouter le père Moussi Zeraï, qui est érythréen et qui consacre depuis l'Europe son temps aux réfugiés de son pays qui veulent rejoindre le continent européen. Nous lui avons demandé, lui, ce qu'il pensait de l'accord de paix. On écoute sa réponse recueillie par téléphone par Anne-Laure Dartigues. The people, especially the young people, is totally under military service and the national service. The government don't release all the politician prisoners, the conscience prisoners, journalists, some religious leaders. So we don't see any change in the policy. The freedom of press is totally still suppressed. But we assist now in these few weeks exodus of Eritreans who flee from the country after the peace agreement, after the border is open, they flee to Ethiopia. The problem in Eritrea, the young people, we don't have any future, any perspective for his future in the country. On va écouter maintenant un point de vue du côté éthiopien où le regard semble plus positif. On va écouter le frère Athanase, un Français membre de la communauté de Saint-Jean qui vit en Éthiopie depuis 7 ans. Et bien pour lui, cet accord, c'est un signe d'espérance et on ne peut qu'améliorer la situation des deux pays grâce à cet accord. On en parle tout de suite après. C'est plus qu'un espoir, je pense que c'est le fruit d'une prière incessante pour la paix. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça aussi que beaucoup d'ecclésiastiques ou de pasteurs le voient. C'est qu'on a prié pour cela et le Seigneur a exaucé ses communautés. Du point de vue de l'Église, pour le moment, on n'a pas beaucoup de contact avec les communautés érythréennes parce que je pense que le processus est lent. Et puis je crois qu'il faut pas aussi, je pense que les frontières se sont ouvertes, les gens peuvent désormais circuler librement, il y a désormais des avions quotidiens, mais la situation reste compliquée en Érythrée. Ce qu'on voit quand même, c'est que les communautés érythréennes qui se cachaient un peu ici en Éthiopie par peur de persécution ou de représailles, pas de la part des Éthiopiens, mais par rapport à des milices qui auraient pu venir d'Érythrée en tout cas. On sent que de ce point de vue-là, les gens n'ont plus peur de dire qu'ils sont d'origine érythréenne et au contraire, ils sont même fiers. Et on a vu pour la fête du Nouvel An, puisque le Nouvel An en Éthiopie est le 11 septembre, on a vu à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie de nombreux Érythréens entrer en Éthiopie pour fêter le Nouvel An avec leurs frères éthiopiens. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, 2 regards, 2 avis de part et d'autre, j'allais dire de la frontière, même si le père Moussi Zeraï, on ne l'a pas interviewé, il n'est pas en Érythrée puisqu'il ne peut plus y aller. Il était joint depuis l'Europe, il ne peut plus se rendre dans son pays. Mais dites-nous un peu, vous, voilà, ces 2 échos, comment vous les percevez ? D'abord une chose, ne pas oublier que l'Érythrée est une ancienne province de l'Éthiopie. C'est pas un pays étranger. Il y a beaucoup de langues, de situations religieuses, civiles, culturelles en commun. Voilà. En commun. Donc ça, c'est quand même une chose importante. C'est plutôt le rétablissement de relations qui existaient déjà avant. C'est peut-être ce qu'on peut imaginer un jour entre les 2 Corées, par exemple. Ça s'en rapproche, vous faites cette comparaison-là ?
Pardon ? Vous faites cette comparaison-là ? Oui, bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas de rupture entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a eu des ruptures politiques, militaires, bien sûr, évidemment. Mais moi, j'ai vécu aussi la période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la fin de la guerre d'indépendance avant que ça n'explose à nouveau, c'est-à-dire la période de 1991 à 1998. Eh bien, pendant ces 7 années, je me suis rendu en voiture sans problème, d'Addis Abeba à Asmara, et je suis revenu. Il n'y avait aucun problème. Donc, c'est plutôt le rétablissement de quelque chose de normal que quelque chose d'extraordinaire. Sur le plan culturel, linguistique, personnel, c'est pas du tout extraordinaire. Et là aussi, donc je pense que les deux personnes qui parlent ont raison toutes les deux. Et si on a l'impression d'une contradiction, c'est parce qu'il y en a un qui parle du point de vue du nord de l'Érythrée, et l'autre parle du point de vue du sud de l'Éthiopie. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est simplement parce qu'ils décrivent deux situations différentes. Dans un cas, et là, je suis entièrement d'accord avec le prêtre érythréen, il n'y a aucun changement dans la gouvernance intérieure de l'Érythrée. Alors on peut en attendre des changements. Est-ce que, après tout, il n'y a rien dans l'accord qui oblige le dirigeant érythréen à bouger ? Cet accord n'est pas du tout détaillé. Voilà. C'est une sorte de papier sur lequel on a dit « nous allons faire la paix ». Mais il n'y a pas d'article précis disant... Le contexte intérieur. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est très dangereux. Parce qu'il est bien évident que la dictature va s'accrocher. Le dictateur va s'accrocher. Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui part vers l'Éthiopie ? Mais vous avez deux sortes de réfugiés. Certains qui ne sont pas des réfugiés, d'ailleurs. Beaucoup de familles ont été coupées par la guerre. Vous avez des cas où, par exemple, l'homme étant érythréen s'est trouvé dans une armée, et sa famille, évidemment, est restée derrière. Donc, il a pu se trouver, des fois, d'ailleurs, vu qu'il y a des cultures où sur le long de la frontière, c'est même langue, même religion, même tout, à la limite, on pouvait être d'un côté ou de l'autre. C'était comme une guerre civile. Donc, et ces gens-là, parfois, ont perdu leur famille. Enfin, perdu de vue. Voilà. Mais il y a la possibilité. Donc, il y a des gens qui, en ce moment, franchissent la frontière, des fois même dans la journée. Ils partent le matin et reviennent le soir. Et c'est pour ça que, quand le père disait « il y a un avion tous les jours », ça c'est pour les riches, c'est pour une petite minorité de gens. La plupart des gens, ils vont à pied ou avec des petits autobus. Bon. Et en plus, alors, il y a tout à fait des vrais réfugiés. Et ceux-là, ce sont d'ailleurs... Des réfugiés économiques, politiques ? Politiques, je dirais politico-militaires. Ce sont des jeunes, surtout des garçons. Parce que eux, ce à quoi ils veulent échapper, c'est au service militaire. Un service militaire qui peut durer 25 ans. C'est inimaginable. En fait, c'est une forme d'esclavage. C'est-à-dire, on prend des jeunes, et on prend aussi les filles. Mais en général, elles arrivent à s'en tirer mieux, elles trouvent des emplois, ou même des fois, elles arrivent à se faire relâcher. Mais les garçons deviennent des ouvriers agricoles, il n'y a pas d'autre terme. Pour les filles, il y a d'autres problèmes, qui sont de nature sexuelle. Et là, il y a évidemment des situations extraordinairement... Alors, bon, mais on se trouve, par exemple, dans une situation où vous avez des gens... Et bon, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec l'achat des tomates. Excusez-moi si ça a l'air d'être à coq à l'âne. Pourquoi ? Parce que beaucoup de tomates viennent d'Érythrée. Et vous avez, je ne citerai pas les marques, mais des très grandes marques très connues que vous trouvez dans votre supermarché quand vous achetez de la sauce tomate, qui achètent leurs tomates là-bas. Eh bien, dites-vous que... C'est pas un mal en soi, si ? Les gens qui les ont fait pousser sont des esclaves. D'accord. C'est-à-dire des jeunes, surtout à 90% des garçons. Et vous avez des officiers qui ont des grandes fermes. Et qui prennent ces jeunes, les font travailler, ils vivent dans des dortoirs, ils ne sont pas payés, ils ont juste de la nourriture, et puis ils n'ont aucun avenir. Quand le prêtre disait « ils n'ont aucun avenir », c'était à prendre au sens strict, stricto sensu. Donc c'est eux qui essayent de s'échapper de ça. Alors ceux-là, oui, sont des réfugiés. Côté Éthiopie, il y a quoi ? Il y a des camps, ils vivent dans des situations plus ou moins précaires. Il y a tellement de proximité culturelle. D'abord, il y en a qui ont de la famille, de l'autre côté. Donc ils sont aidés. Et puis, de toute manière,
les gens de la région frontalière sont ouverts à ces gens, qui considèrent comme des cousins, des frères, et c'est vrai. On va parler plus spécifiquement de la situation des chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ces chrétiens, à l'image du reste de la population, on le comprend bien, hein, qui vivent des situations difficiles, mais les chrétiens, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas du tout la même chose des deux côtés. Alors, côté Érythrée. Du côté érythréen, alors là, c'était très difficile. Ouais. Non pas parce qu'il y avait des persécutions anti-religieuses, mais il y avait des persécutions, je dirais, organisationnelles. Vous en parlez au passé ? Là, je pense que cette politique doit être suspendue. Là, j'aimerais bien en parler justement avec le prêtre qui disait il n'y a aucun changement. Je suis d'accord avec lui. Hein. Mais il n'y a par exemple aucun changement au niveau de ce terrible service militaire dont je parlais. Mais je vois mal qu'à l'heure actuelle, on vienne chercher des poux dans la tête à des gens qui sont organisés sur une base religieuse. Encore que lui, comme il a voulu aider les jeunes qui avaient fui à l'étranger, lui, je dirais que ce prêtre est presque comme un thermomètre. Le jour où il peut rentrer en Érythrée, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc ça, on n'en est pas encore là. Non, mais c'est ce qu'on pourrait espérer. Pourquoi ? Parce que, comme dans toutes les dictatures totalitaires, vous aviez des persécutions. On le voit très bien, par exemple, avec la situation des chrétiens en Chine. Vous aviez des persécutions de l'organisation que représente l'Église. L'institution elle-même, la menace qu'elle pourrait représenter. Absolument. Est-ce qu'elle en représente une, l'Église, petite ? Mais les Églises, parce que... On va dire les chrétiens dans leur ensemble. Qu'est-ce que le régime peut en faire ? Il n'y a pas le même type de persécution. D'abord, il y a, je dirais, la persécution maximum, c'est vis-à-vis des protestants. Parce qu'ils sont vus comme étant des agents de l'Amérique. Les protestants charismatiques sont vus comme étant des agents de la CIA. Bon, c'est totalement faux, mais on ne va pas dans le détail. Hein. Ensuite, certainement, les catholiques. Aussi, quand même, qui sont sur la pas agents de la CIA. Non, ils sont pas agents de la CIA. Mais ils sont quand même dans le viseur. Oui, et puis ils représentent aussi le souvenir de l'ancienne colonisation italienne. Donc ils ne sont pas très bien vus. Ceux qui sont le moins embêtés sont évidemment ceux qu'on appelle à tort les orthodoxes. Moi, j'emploie l'expression en amérique, on dit Tewahedo, c'est-à-dire les unitariens. Parce que c'est toute la théologie de l'Église éthiopienne qui a raté certains conciles, en a pris d'autres, et qui n'a pas surtout la même vision de la personnalité du Christ. Donc ce sont les mêmes chrétiens que ceux de l'Éthiopie ? Exactement les mêmes. Ouais. Mais il y a, justement, ça c'est un peu la tradition orthodoxe, il y a le côté autocéphale des églises orthodoxes. Donc vous avez des patriarches qui sont devenus maintenant tous des Érythréens. Bon, eux, on a tendance quand même à les laisser plus tranquilles parce qu'ils font partie de la culture locale. Mais autrement, ce qui n'est pas toléré par l'État, c'est, je dirais, la persécution des associations de pêche à la ligne ou de joueurs de boules. On ne veut pas d'organisation qui échappe à l'emprise de l'État totalitaire. Alors, je voudrais évoquer avec vous une question sur le rôle social de l'Église, hein, qui a quand même une présence avec des écoles, des centres médicaux, et on l'entend avec vous, et on va en reparler après. Eh bien, l'État qui garde ce contrôle sur l'action de l'Église. On écoute à nouveau le Père Moussi Zeraï. The government shut down many our clinics, Catholic Church clinic. These clinics give free service in very remote area, in the villages, in really no connection, no any facilitation for the people. This is not damage only for the church, but even big damage for the people. These people now don't have no one to care them. Alors dites-nous, ça semble totalement incompréhensible. Oui, d'hôpitaux catholiques qui ont été fermés,
par l'État. Alors l'État qui n'a pas les moyens non plus d'assurer ce type de service. Et c'est quoi cette décision ? Mais là, je me permets d'insister sur l'explication que je donnais. C'est le refus. Et on le voit très bien dans les totalitarismes européens dans les années 1930. On n'accepte pas qu'il existe une structure organisationnelle, peu importe à quoi elle sert, même si elle sert à des choses très bien, très utiles. On n'accepte pas qu'une structure existe qui échappe à l'emprise de l'État. Donc, ça fait du bien, c'est utile aux gens, mais quelque part, ils vont parler à des gens, les cadres de la facilité de santé, les prêtres eux-mêmes, qui ne raisonnent pas selon les lignes de raisonnement de l'État. Or, c'est ça, le mot totalitaire. Ça veut dire quoi ? L'État doit représenter la totalité de la vie des hommes et des femmes, et des enfants. N'oublions pas, surtout des enfants. Donc, on ne veut pas que ces gens-là, pour une raison X, Y ou Z, soient plongés, et surtout si on les traite bien, parce qu'à ce moment-là, ils vont sympathiser avec les gens qui les ont bien traités. Donc, une idéologie, une manière de penser, une manière d'être qui n'est pas celle de l'État, va échapper à l'État. Ça pourrait peut-être bouger aussi un jour, on l'imagine. Ça paraît oui, mais ça implique un changement politique. Justifiable, oui. On a beaucoup de mal à imaginer que si la situation politique se pérennise, comme le dit le prêtre qui est interviewé, que ces choses-là changent. À suivre donc. Merci beaucoup Gérard Prunier pour votre décryptage sur la situation en Érythrée qu'on va bien sûr continuer à suivre. Et cette semaine, dans l'actu des églises, on a choisi de revenir sur ces 3 informations. L'assassinat au Cameroun d'un jeune séminariste en région anglophone. Gérard Anjangoué, 19 ans, a été tué le 4 octobre dernier par un groupe de militaires face à l'église paroissiale Sainte-Thérèse de Bamessing, un village des environs de Ndop, au nord-ouest du pays. Dans un communiqué, l'archevêque de Bamenda a lancé un appel à la prière à tous les chrétiens afin qu'ils prient pour la victime et pour sa famille, en particulier ses parents, dont il est le fils unique. Un appel relayé par l'aide à l'Église en détresse. Selon l'archevêque, les responsables de cet assassinat seraient les militaires camerounais. Ce n'est pas la première fois que le conflit opposant depuis l'an dernier l'armée camerounaise aux forces indépendantistes anglophones fait des victimes collatérales parmi le clergé. En effet, le 20 juillet dernier, l'abbé Alexander Sob, prêtre de Bomaka, dans l'ouest du pays, a été assassiné par des militaires. L'enquête pour trouver les coupables n'a toujours pas été ouverte. Cet épisode dramatique se situe dans un contexte de tension dans la région anglophone autour des élections présidentielles du 7 octobre qui ont reconduit sans surprise pour un 7e mandat à la tête du pays, Paul Biya. Et puis, direction Rome à présent, où les travaux du synode pour les jeunes se poursuivent. Lors d'un point presse, il y a quelques jours, le cardinal Sourafiel a pris la parole pour évoquer les jeunes de la Corne de l'Afrique. L'archevêque métropolite d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a précisé combien la plupart des migrations des jeunes avaient lieu à l'intérieur du continent africain et a dénoncé le juteux commerce des armes. On l'écoute. So the arms trade is really big business in Africa, coming from Europe, America, China, and some of the developing world where they sell arms. If you see the Somali coast is a big, big coast, and through there come various arms. And these arms are introduced to eastern Ethiopia, northern Kenya, northern Uganda, South Sudan, and Central Africa and Congo, all the places where there is a lot of unrest and civil conflict. So nobody speaks about the arms trade. Sometimes the Holy See speaks in the United Nations about it, and some countries speak about it, but since it is big business, and many are involved in it, that is not mentioned. And many of the youth migrants die because of that, because they get
employed as child soldiers and boys and girls, and using modern weapons, not like in the old days, the old weapons, but nowadays they have more sophisticated weapons like the Kalashnikovs or the landmines even. So this is the big, tragedy of the youth migrating within Africa and who are displaced within Africa. Et on termine cette édition sur une info plus légère. Madagascar qui accueillait du 9 au 14 octobre ses 9e JMJ. 39 000 jeunes y ont participé dans ce pays de 24 millions d'habitants où plus de 50% sont chrétiens. Ces journées ont eu lieu à Mahajanga, ville située au nord-ouest de l'île. Elles avaient pour thème « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Parmi les participants, 500 jeunes sont venus du diocèse de Morondava, situé au centre-ouest du pays. L'évêque de ce diocèse, Monseigneur Marie Fabien, nous a raconté ces journées. Dans mon diocèse, par exemple, il y a 500 jeunes qui ont fait les déplacements de 1500 km. Il y a 30 000 jeunes qui sont venus pour 5 jours à Mahajanga. Oui, c'est incroyable. Même ça augmente de plus en plus chaque année. Et la dernière fois, JMJ 8, c'est rendu à 24 000. Les jeunes aiment ça parce que être ensemble dans l'ambiance spirituelle est très important. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne fête de la Toussaint. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.